excité ou serein avant demain, le coup d'envoi, c'est de ces Jeux paralympiques? Excité, non. Impatient, oui. Serein, jamais. Donc, voilà, on essaie d'être lucide et prêt à aider là où il faudra pour que ça se passe bien. Comment tu peux pas être excité par l'événement? Parce qu'on a vu les Jeux, c'est une réussite, donc les Jeux paras, c'est pareil? Ah non, loin de là. Non, mais excité, ça sert à rien. C'est bon pour les supporters de s'exciter. Ouais, ça s'est vu quand il est venu, en même temps qu'il n'était pas très excité. Ça, c'est peut-être notre plateau. Vous, en plateau, ça vous excite un peu? Ça vous emballe? Ou c'est peut-être un peu retombé après les Jeux Olympiques? Vous avez envie? Vous avez hâte que ça démarre? Moi, je suis archi chaud. Ça m'excite beaucoup. J'ai hâte que ça recommence parce que... je suis un peu nostalgique quand même. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Mais, en manque, hein. Mais oui, mais en fait, j'ai pris une vraie baffe et il y a eu tellement d'histoires et tellement de trucs en fait que j'ai hâte que ça recommence, quoi. Vous pensez que ce sera autant suivi, qu'il y aura autant d'engouement? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que... C'est dur, hein. Déjà, tu as repris, il y a la rentrée. En fait, c'est ça, c'est que déjà, il faut noter une chose, c'est que les gens vont reprendre leurs activités, on va reprendre le boulot, les gens vont retourner à l'école. Donc forcément, il va y avoir naturellement moins de personnes pour consommer ça. En revanche, je pense qu'on est très excités parce qu'on a envie de voir ça sur notre sol, en fait. On a envie de voir comment ça va être géré. Et puis, on a envie encore de découvrir des choses parce que je pense que ce que les gens ont pu apprécier pendant les JO, c'est vraiment de découvrir. C'est ça le maître mot. C'est pas juste de se dire on est fan de sport et on va manger du sport à la télé et c'est juste ça. C'est juste que non, il y a eu plein d'histoires qui ont été racontées et je sais qu'il faut faire attention avec les Jeux paralympiques. Il y a un petit débat vis-à-vis de ça où ils ont envie aussi qu'on respecte ce qu'ils font et qu'on les juge comme des athlètes voilà, de très haut niveau. Donc je ferai attention aussi à ça. Mais les gens ont quand même envie de découvrir. Et la cérémonie. Et de voir. Ah, ça c'est le côté artistique. J'ai très envie de voir la chemise, tout ce qu'il veut voir, c'est la musique, le spectacle. La billetterie, ça prend bien, Juju? Bien sûr que ça prend bien. L'engouement est toujours là. Regardez, c'est 1,9 million de billets vendus déjà, dont 900 000 depuis le début des Jeux Olympiques. Il y a déjà un petit mois. L'objectif, c'est 2,5 millions de billets vendus. Voilà, quant au l'engouement, il est là autour de ces Jeux paralympiques. Bon, on l'espère parce que ces Jeux paralympiques vont être beaux. En tout cas, en termes d'organisation, on sait qu'on est toujours à la hauteur de ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques. On a des places sportives qui sont absolument fantastiques. On va avoir des athlètes qui seront au niveau pour continuer à nous faire vivre des émotions et des exploits comme on l'a vu chez les valides. Donc, Braque a bien fait de le souligner. Ce sont des athlètes qui vont faire des performances sportives. Et peu importe que ce soit les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, tous les passionnés de sport doivent être devant leur télé ou sur place pour vivre ces événements parce que ça n'arrivera pas d'ici tôt. Claude, c'est une surprise la billetterie là? Ou on s'attendait forcément à ça? Non, je pense qu'effectivement, les gens ont été d'abord mobilisés sur je dirais, l'aventure olympique et se focaliser dessus. Et petit à petit, c'est vrai que sûrement la réussite de la période olympique a participé à générer ce que vous dites, cet engouement. Les gens ont envie que ça continue, ont envie, et effectivement, en matière de découverte, mais aussi en matière de performance sportive, ça va être des moments intenses parce que c'est de la vraie perf, parce que ce sont des vrais sportifs qui s'entraînent beaucoup, il va y avoir des vrais drames, des vrais exploits, comme dans une grande aventure sportive. Donc, oui, non, ça va être un moment assez magique, un de plus. Hier, sur ce plateau, et plusieurs fois, on entend évoquer l'idée de pourquoi pas faire des Jeux paralympiques avant les Jeux olympiques, pour éviter justement que le soufflet retombe et qu'il y ait cette petite temps d'attente. Vous pensez que c'est une bonne idée? Ça peut être faisable? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé cette question-là. Il faudrait la poser à Tony. Tony Estanguet. Tony Estanguet, qui lui... Ça fait 10 ans qu'il travaille. On va laisser se reposer un peu quand même, parce qu'il doit être fatigué, le pauvre. Mais je pense qu'encore une fois... On va l'appeler là pour savoir, vite fait. Il est occupé. Mais je pense que... C'est pas idiot, non? Oui, mais pourquoi vouloir? Encore une fois, j'ai lu cet article, je l'ai trouvé sympa ce matin, cet article où ils disent... mais non, mais on ne veut pas être considérés comme des gens à part, on veut être considérés comme des sportifs, et on veut même pouvoir se faire engueuler quand on n'est pas bon. Ouais. Ça serait la meilleure façon d'être considéré. Je pense que de la même façon, il n'y a pas de raison de vouloir leur faire une espèce de place améliorée pour que ça soit mieux pour eux. Non, ils sont là, et je pense qu'ils sont derrière, Alors ça va peut-être mettre un peu de pression aux athlètes, parce qu'effectivement, la réussite des Jeux Olympiques
va peser un peu et ils vont vouloir être à la hauteur de cette attente. Mais c'est aussi ce qui fait la performance sportive. Elle ne se fait pas dans la tranquillité. Voilà, il faut toujours un peu de peur, un peu de doute pour aller chercher le maximum de la performance. Après, il y a du courage, parce qu'il a répondu quand même à Teddy Riner, donc moi je l'aurais pas fait. On en parlera avec Mika Jérémie dans un instant sur cet aspect des super-héros. Pierre. Par rapport à l'engouement qui est en train de se passer, moi j'ai ressenti ça à la cérémonie de clôture. En fait, les gens n'avaient pas envie que ça s'arrête. Et en fait, je l'ai ressenti devant ma télé et je pense que ça s'est ressenti aussi dans le stade. Parce que dès que la lumière s'est éteinte, dès le lendemain, déjà on avait déjà la gueule de bois, alors qu'en fait, on s'est dit ça s'est passé super vite. Et on a encore une chance de peut-être vivre des trucs, c'est avec les paras. Donc peut-être que 15 jours c'est un peu long, mais bon, le temps de faire toute la logistique et d'essayer d'adapter aussi les Jeux Olympiques pour les paras, je crois qu'ils sont sur le chantier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 15 jours. Ça ne va pas être une facilité, mais ouais, moi, il m'a manqué un truc, quoi. Il me manque encore des choses. Donc j'ai envie de voir on en parle depuis 15 jours avec ces athlètes, j'ai envie de les voir aussi. Et la cérémonie, je remets une couche, mais moi, Thomas Joly et puis Daphné Burki, j'ai envie de revoir ce qu'ils vont faire parce que je sais, avec ce qu'ils ont fait pour les valides, qu'avec les paras, ça va être encore plus impactant et encore plus, pertinent dans ce qu'ils vont produire. Donc moi, j'ai trop envie de voir. Je voudrais juste rajouter un truc, France, mais c'est très court, mais je pense que le temps qu'on a perdu à parler, à beugler pendant des mois et des mois sur les Jeux Olympiques... Surtout toi, j'ai remarqué. T'as pas aimé ça. T'étais un hater. Mais en fait, mais j'étais pas un hater. Moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on s'est trop excité pour rien. Et finalement, je pense que ça... Non, mais moi, je parle des gens qui étaient contre justement les JO et qui ont complètement retourné leur veste derrière. Moi, je pense que ça nous a fait perdre du temps. Et je pense que c'est aussi ça que les gens ressentent. C'est qu'on a passé trop de temps à critiquer le truc. Et maintenant qu'on a kiffé et qu'on a apprécié, eh ben, on se dit, c'est fini, c'est passé trop vite. Oui, mais on a passé du temps à se tirer dessus les uns sur les autres. Donc, en fait, c'est un petit peu dommage aussi. On aurait pu un peu plus rentrer dedans et profiter, avoir plus d'attente, d'excitation du truc et à la fin ne pas avoir ce sentiment de mais c'est déjà fini. Oui, c'est pas encore fini parce que les Jeux paralympiques, ça commence demain. Juju, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres, quelques précisions là sur la délégation française et les objectifs surtout? Oui, totalement. Il y a 237 athlètes tricolores engagés. C'est un record pour une para-olympiade. À vous dire que la France est présente dans chacune des 23 disciplines. C'est une première fois aussi dans son histoire qu'il y a 35% de femmes dans la délégation française. Et vous voyez la moyenne d'âge, 33 ans et demi. La plus jeune, elle a 15 ans. Et la plus âgée, 59 ans. La plus âgée, elle est inscrite au marathon. 59 ans, voilà. Donc grand respect. Vous dire que les objectifs, c'est quoi? C'est le top 8. C'est fixé par Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français. C'est ce qu'elle a déclaré notamment dans les colonnes du journal L'Équipe aujourd'hui. L'objectif, c'est le top 8. On m'a demandé si ce n'était pas une ambition au rabais par rapport aux performances. On revient de très loin. On était 14e à Tokyo. Viser le top 8, c'est doubler le nombre de médailles d'or. Donc c'est une véritable ambition. Claude, vous êtes d'accord avec Marie-Amélie Le Fur? Le top 8, il est atteignable, j'ai envie de dire? Oui, je pense qu'il est atteignable parce que les performances qu'ont réalisées les parathlètes français depuis Tokyo nous permettent d'imaginer des résultats de ce niveau-là. Mais passer de la 14e place à la 8e place en 3 ans, je peux vous assurer que c'est pas une ambition petite et galvaudée. C'est une véritable ambition parce que tous nos adversaires ont continué à travailler et vont défendre leur chance avec autant d'énergie. Et Claude, je peux te poser une question. Est-ce que tu penses que ça a été une vraie prise de conscience qui s'est passée à Tokyo, justement? Aux Jeux para. Ouais. Le fait que ce soit un échec entre oui, c'était un échec. Alors c'est paradoxal parce que il faut savoir que Tokyo, par rapport à Rio, le projet paralympique double le nombre de médailles. Ça veut dire qu'ils ont le double de médailles de Rio par rapport à Rio. Et ils perdent deux places au classement parce qu'ils ont beaucoup de médailles d'argent et de bronze et pas assez de médailles d'or. C'est fou ça. Ce qui fait qu'effectivement, ils passent de la 12e à la 14e place en doublant le nombre de médailles. Donc les athlètes ont fait des performances, mais pas suffisamment pour remonter. Donc là, on dit, il y avait 11 médailles d'or à Tokyo il y a 3 ans. Il va falloir en faire le double pour être capable de remonter jusqu'à cette 8e place. Donc
En 3 ans, doubler le nombre de médailles d'or, pratiquement avec les mêmes athlètes. En 3 ans, on ne change pas de génération d'athlètes. Ben, ça veut dire qu'il va falloir s'être préparé mieux, il va falloir être dans une dynamique et une confiance plus forte. Mais il y a eu une assistance de l'État, il y a eu un accompagnement. Vous savez, moi, quand je suis arrivé il y a 7 ans, et Marie-Amélie le dit dans l'article sur l'équipe ce matin, effectivement... Claude, je me permets, je redresse le micro. Voilà, j'ai rien fait. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte de l'état dans lequel était le mouvement paralympique. Et Marie-Amélie le dit, pour 1 euro qui était dépensé pour les Paralympiques, il y avait 15 euros pour les Olympiques. Donc ça veut dire que c'était, je dirais, un projet, je ne dis pas à la dérive, mais en grande difficulté. Depuis, en 7 ans, on a multiplié par 4 les moyens dont on a doté. Et c'est pourquoi faire ? Pour faire plus de stages, plus d'entraînement, plus de compétitions, mais aussi pour donner un statut aux athlètes et les rendre de moins en moins dépendants de leur vie professionnelle à côté pour pouvoir se dédier à l'entraînement, avoir un encadrement qui soit un encadrement de professionnels et pas un encadrement de bénévoles comme il l'était pratiquement totalement à l'époque. Donc ça veut dire multiplier par 4 les moyens en 7 ans, c'est considérable. Aujourd'hui, je le dis et j'en suis fier, la Fédération française handisport est la fédération la plus subventionnée sur le projet de performance de toutes les fédérations olympiques. Donc ça veut dire que c'est la fédération à laquelle on attribue le plus de moyens. C'est beau. Plus que le tennis, plus que le foot, plus que le basket, plus que... Mais ça va rester ? Il n'y a pas de raison que ça ne reste pas. C'est-à-dire, c'est pas juste pour jouer un coup et faire plaisir. C'est parce que les besoins sont là, que cette pratique est là et qu'on est sur des politiques qui sont plus des politiques inclusives que des recherches de médailles seules. Donc ça veut dire c'est la place du handicap dans la société française, comment on passe d'un handicap à une pratique sportive. Et on l'a vu dernièrement, on voit bien que les handicapés, avant, on leur disait surtout ne bougez pas, restez dans votre coin. Attention. Ouais. Aujourd'hui, on voit bien que toutes ces pratiques-là, et même quand elles ne sont pas compétitives, toutes ces pratiques sportives améliorent la vie de ces gens-là, mais comme la vie de tout un chacun. Donc, il faut vraiment que c'est un engagement sociétal, c'est beaucoup plus que des compétitions et des médailles. Claude, je vous propose qu'on continue d'en parler avec passion, avec quelqu'un qui connaît encore mieux le sujet que vous peut-être, un champion paralympique de tennis fauteuil qui a été porte-drapeau, qui a connu de nombreuses Olympiades, c'est Mika Jérémia qui est avec nous en direct. Bonjour Mickaël, salut gros. Salut France, on a le droit, bonjour à le tous. petit surnom. Bon, t'écoutes, tu bois les paroles, j'imagine, de Claude, comme nous tous. Est-ce que cet objectif, il est réalisable, top 8, c'est un défi, c'est un objectif chiffré, ou alors, clairement, on va le faire sans problème, finger in the nose? C'est jamais sans problème, finger in the nose, c'est du sport de haut niveau, mais c'est un objectif ambitieux, Claude l'a rappelé, quasiment doubler le nombre de médailles d'or en seulement 3 ans avec les mêmes équipes. Oui, c'est ambitieux. En même temps, ces projections, elles sont basées sur des études qui sont faites en fonction des résultats de nos athlètes depuis plusieurs années sur des Coupes d'Europe, sur les Championnats du Monde. Donc c'est possible. Et avec ce petit supplément d'âme d'organiser les Jeux à la maison, oui, c'est en tout cas un objectif qu'on s'est fixé et on sera derrière nos athlètes à chaque instant. Et notamment en tennis fauteuil, on attend beaucoup Stéphane Houdet, Guilhem Lager, j'attends. Qui? Guilhem Lager. Je l'ai pas. C'est le double? Il joue en simple et en double. Il joue en simple et au double, très bien. Mais il est trop fort sur le Alors, tennis. Vas-y. Sur le tennis fauteuil, ils ont fait les tableaux ce matin. Ouais. En simple, messieurs, ça resterait évidemment un exploit de Stéphane Houdet. Mais rien n'est moins sûr. En double, messieurs, avec Frédéric Cateneo, ils ont une chance, même s'ils jouent les Britanniques en demi-finale. Chez les femmes, tableau compliqué en simple. Ce serait plus qu'un exploit d'aller chercher une médaille en simple pour aucune des joueuses françaises. Après, la paire numéro 1, en double, peut-être. Oui. Peut espérer d'aller taquiner un podium. Mais, On voilà. peut le faire, le home advantage, enfin, on est chez nous, bien sûr qu'on va le faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, Bien sûr Mika. qu'on est chez nous. Non, mais avec Claude, on est honnête. Avec Claude, on dit ce qu'on espère, mais on dit aussi la réalité au moment. Nous, Rien n'empêche l'exploit, et si on avait 50 médailles d'or, on les prend toutes, mais on sait sur lesquelles on a le plus de chance ou pas.
Mais nous, on rêve, on est dans le fantasme. On te garde et on te fait réagir sur la petite polémique des super-héros. Juju, refais-nous un petit peu le topo. Oui, c'était une suite à une déclaration de Teddy Riner, le quintuple champion olympique, le 13 août chez nos confrères de RTL. Regardez ce qu'il déclarait à propos des para-athlètes. Ils ont un handicap qui est déjà très difficile à vivre et ils arrivent à faire des choses incroyables. On regarde les para-athlètes en disant que ce sont nos héros parce que nous, on sait ce que c'est de s'entraîner tous les jours. Avec un handicap, ce sont des super-héros. Réponse quasiment dans la foulée de Sofiane Meyaoui du basket fauteuil sur son compte Instagram. Faut vraiment que tu, Teddy, arrête de parler de nous de cette manière. Tu ne nous aides pas. On n'est ni à plaindre, ni à valoriser de cette manière. Le fait qu'on parle de nous comme des super-héros ne nous aide pas. On est des personnes en situation de handicap et nous souhaitons être considérés comme des personnes normales. Quand on nous surexpose, ce n'est pas bien. On n'est pas des super-héros, on est des athlètes. Tu es d'accord avec ça, Michael ? Je crois que ça le gonfle un peu. Non, mais c'est intéressant. Ça fait 3 jours que je fais un marathon médiatique et j'adore ça parce que je vois que tout le monde s'en empare. La polémique, nous, on ne crée pas cette polémique. La réalité, c'est que Marie-Jo Pérec et Teddy Riner font partie, alors ça tombe bien parce que ce n'est pas les plus petits athlètes qu'on connaisse. Spontanément, lors d'une interview, ont soutenu et encouragé le grand public à venir nous voir. Et Marie-Jo Pérec, comme Teddy avec qui je me suis entraîné pendant 6 ans à l'INSEP, côte à côte dans la même salle de muscu, ont en tout cas une forme d'admiration et d'estime profonde pour ce qu'on est capable de faire en tant qu'athlète paralympique et aussi formaté parce que eux imaginent de ce qu'est notre quotidien. Ce que raconte Sofiane, comme un certain nombre d'entre nous, c'est la conceptualisation de l'héroïsation. On n'est pas des héros. Même Léon Marchand, qui a été qualifié d'extraterrestre, n'est pas un héros. Ce sont des grands champions, des grandes championnes, ce sont des icônes, ça peut être des monstres sacrés de leur sport. Mais l'héroïsation, elle a un risque, à mon sens, mais ça n'engage que moi, c'est d'oublier quelle est la réalité du quotidien, pas de ces 237 athlètes, mais des 12 millions de personnes qui sont entravées au quotidien. Donc, 1, c'est pas une polémique. 2, on est ravis, et tous les athlètes, j'en ai encore parlé avec Sofiane, et d'ailleurs, je lui ai dit, fais attention, parce que t'es dit, je vais l'emmener au basket, et t'es dit, il va peut-être te prendre dans les bras, te jeter par terre, et comprendre que tu n'es pas un super-héros, parce que tu vas pas retomber sur tes jambes. Et donc, pour le coup... Oh non! Je crois que c'est Teddy Riner qui s'en est mêlé. Non, c'est bon, on t'a récupéré. Il y avait une intervention divine, mais tu peux reprendre. C'est Teddy qui m'appelle, et il m'a dit qu'il viendrait au basket fauteuil régler son compte à Sofiane. Non mais... Nous, on est très contents d'avoir le soutien des athlètes, et notamment de ces grandes icônes que sont Marie-Jo et Teddy. La réalité, c'est que nous, on a des combats qui vont bien au-delà du sport qu'on mène. Là, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a ce soutien de l'équipe de France Unis Athlètes Olympiques. Après, on affinera ensemble le combat que moi je mène, qui est un combat politique de la place des personnes handicapées dans la société et de la question du droit. On a interrogé d'autres athlètes qui sont au jeu, qui étaient au Club France tout à l'heure avec notre envoyé spécial Corentin Roland, qui leur a posé la question, est-ce que vous vous considérez comme des super-héros? On écoute. Teddy Riner, il voulait simplement dire que les paras, les handisports, ont un truc en plus, et un truc un peu plus difficile. Et c'est se battre contre l'effort, contre les entraînements, et se battre en plus de sa pathologie. C'était juste de la bienveillance et un passage de témoin. Donc ils connaissent la difficulté, la rigueur et comment ça peut faire mal le haut niveau. Je pense qu'ils voient en nous aussi notre parcours de vie à chacun, toutes nos cicatrices qu'on traîne derrière le sport de haut niveau. Donc oui, on est des athlètes de haut niveau, mais il ne faut pas renier aussi ce parcours qu'on a eu pour en arriver là. Et c'est souvent par les actions de la vie ou parce qu'on est né avec un handicap. Et je pense qu'il a juste voulu nous mettre à l'honneur et moi, je le remercie sincèrement. Voilà, c'est toujours intéressant d'entendre les réactions des athlètes. Mika, Jérémia, dernière question, parce que je crois qu'il faut qu'on te libère, t'es assez pressé. Toi qui as fait combien d'Olympiades déjà? Je les compte plus, moi. 4. 4, ça commence à faire. Il est très vieux, hein, Mika Jérémia. C'est quoi des jeux réussis pour toi? Est-ce que ça passe forcément par un nombre de médailles ou il y a autre chose? On a souvent en référence Londres. Pour toi, les Jeux paralympiques de Paris 2024 réussis, c'est quoi? C'est la cérémonie demain soir qui vous transforme à jamais, et qui vous fait rêver et qui vous fait fantasmer et vous émeut. C'est des records de médailles parce que forcément, s'il n'y avait pas eu de médaille aux Jeux Olympiques, malgré la beauté de ces Jeux, on n'aurait pas été enthousiasmé autant. Donc on attend beaucoup évidemment des équipes de France paralympiques. Ce sont des records d'audience et ce sont des stades remplis. Ça, c'est des Jeux réussis. Après, pour moi, les Jeux réussis à une plus grande échelle, Claude en parlait un petit peu sur l'après, pour moi, c'est l'héritage et ça, on le mesurera dans un certain nombre d'années de quelle manière ça a accéléré cette transformation nécessaire du changement de regard qu'on doit opérer sur les personnes handicapées et de la place des personnes handicapées dans la société. Donc ça commence demain vraiment et on en reparle dans les années qui viennent. Tu parles de la cérémonie demain, on te libère, mais tu as un petit rôle, tu allumes la vasque, tu fais quelque chose, tu peux nous dire ou pas? Allez là!
Transpirant, je suis chef de mission, j'aurai la fierté de défiler avec l'équipe de France. Pour le reste, ça fait bien longtemps que tu n'es plus dans mes confidences, Transpirant. Allez, Donc je ne te dirai bienvenue. Bien joué ça. Je ne te dirai plus rien, Transpirant. Mais en tout cas, j'ai dit à ma mère de regarder la cérémonie. Je lui ai même offert des places pour la cérémonie. Donc je serai avec mes porte-drapeaux, Nantemin Keita, Alexis Quincan et toute l'équipe de France. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose quand même. Merci infiniment, Mika, d'avoir été avec nous. Bonne cérémonie demain, éclate-toi bien. Et nous, on continue de parler avec Claude Onesta. L'objectif de médaille, on en a parlé, mais c'est pas que ça, évidemment, les Jeux paralympiques. C'est l'héritage, c'est le regard de la société, c'est l'accessibilité, les transports. C'est énorme, c'est plus gros que les Jeux olympiques, finalement, ce qu'on va laisser à Paris et à la France. Oui, je crois que c'est effectivement, le sport de haut niveau n'a d'intérêt que s'il est un révélateur de problématiques et qu'il génère des prises de conscience. Si le sport de haut niveau ne servait qu'à enrichir des athlètes et à leur faire gagner des médailles, ça serait vite pénible. Donc ça veut dire qu'effectivement, tout ça n'est qu'une vitrine qui doit donner envie à d'autres de venir participer, pas forcément pour être champion, peut-être tout justement pour se contenter d'être mieux, de vivre mieux et d'être mieux dans son corps. Et je crois que petit à petit, cette exemplarité qui doit être donnée lors de ces épreuves, je dirais, du plus haut niveau, ça doit ruisseler sur l'ensemble de la société. Et encore une fois, demain, il faut que les choses soient plus faciles, plus claires, qu'être sportif de haut niveau, ça soit de plus en plus quelque chose d'un accompagnement qui nécessite que l'État, que les instances prennent conscience de tout ce qu'il faut mettre en œuvre, que ce soit dans le champ du handicap comme dans le champ des valides. Donc je pense qu'on dit de temps en temps, certains de nos sportifs disent on n'est pas une grande nation sportive. C'est pas vrai. On est une grande nation sportive, il suffit de voir la mobilisation, la passion que génèrent ces événements-là. Ensuite, effectivement, il faut mettre en œuvre, vous le disiez, 3 semaines fabuleuses de magie des Jeux Olympiques. Mais dans quel état on était 3 semaines plus tôt ? Dans un état de détérioration de la société française complètement. Donc ça veut dire qu'effectivement, si le sport doit permettre effectivement cette capacité à se fédérer, capacité à faire ensemble, il faut qu'on puisse donner au sport peut-être autre chose qu'une compétition tous les 10 ans ou tous les 15 ans pour pouvoir l'exercer. Ça doit être cette capacité à faire ensemble au quotidien. Mais Claude, par rapport à tout ce que tu dis, on a vu qu'on était capable justement sur du court terme, sur des événements, d'être très bons. Là, on l'a démontré. Mais le problème, c'est que quand on dit que la France n'est pas un pays de sport, c'est justement par rapport à la structure, les installations, les choses à mettre en place, l'importance qu'il y a à l'école. Est-ce que toi, tu penses vraiment qu'on est prêt pour continuer comme ça, ou il y a un vrai sujet et il y a quelque chose de très important à mettre sur la table pour l'éducation ? Vous savez, je suis un vieux routier du monde sportif, donc... ne me fais pas une réponse un peu... Non, mais ça fait 40 ans que ces choses-là, on les évoque au quotidien. Mais les Jeux, il y a quand même... Oui, mais ce qui se fait aujourd'hui dans la société française ne se faisait pas, et loin de là, il y a 20 ans. Faire du sport de haut niveau il y a 20 ans, c'était un parcours du combattant. C'est moins vrai aujourd'hui. Il y a encore des progrès à faire. Donc ça veut dire que toutes ces choses-là évoluent. Il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui sont au rendez-vous de ces améliorations et dire il ne se passe rien, c'est faux. Moi j'ai été enseignant il y a 40 ans. Je peux vous assurer que c'était le seul métier qu'il était possible de faire quand on était un passionné de sport. C'était le seul métier sportif. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, il y a des centaines de métiers et de gens qui travaillent et qui vivent de l'activité sportive. Oui, mais ça, c'est dans le monde entier, ça. Non, mais peut-être ça. Pourquoi on aurait un truc qui serait tout seul dans notre coin ? C'est dans le monde entier, mais on est aussi au rendez-vous de ces choses-là. Ça veut dire qu'effectivement, il y a encore des sujets à traiter, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui, tous les jours, s'en occupent. Donc, quand un sportif dit « il ne se passe rien »,
il faut qu'il redescende un peu de temps en temps de ses réseaux sociaux, qu'il ouvre la télévision, qu'il regarde. Non, mais c'est vrai. De temps en temps, c'est plus simple de dire il se passe rien. Non, mais, il se passe plein de choses. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. On dit pas qu'il se passe rien. On se dit juste que c'est compliqué d'aménager, par exemple, quand tu fais un sport, du badminton, pouvoir aller à l'école en même temps et faire du badminton, c'est peut-être compliqué. Du saut à la perche et aller à l'école et faire des études, c'est peut-être compliqué si tu n'as pas le CNED, des centres de formation. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, mais je suis d'accord. La culture du sport en France, elle est compliquée. Paradoxalement, non. Ah bon? Non, mais parce que, encore une fois, Claude. Non, mais il y a par exemple ce qu'on appelle les pôles espoirs. Est-ce que vous savez, ça fait 40 ans ou 50 ans que ça existe, que dans toutes les régions de France, on peut réunir les meilleurs athlètes d'une discipline dans un établissement scolaire où il va y avoir des horaires aménagés. Ça se fait dans tous les territoires, ça se fait dans toutes les disciplines sportives ou la plupart des grandes disciplines sportives. Ça, c'est des choses qui n'existent pas chez nos voisins étrangers. Mais pour être un esport, il faut avoir la possibilité de découvrir ce sport-là, de pouvoir le pratiquer avant même d'être un esport et faire partie. Mais encore une fois, le sport, la différence entre le modèle anglais et le modèle français. Le modèle anglais, c'est un modèle où le sport est enseigné à l'école. Ça veut dire à l'école, au collège, à l'université, un peu sur le modèle américain. C'est là que l'on crée un peu toutes les structures, tous les moyens. Nous, on est construit sur la cellule club. Le petit club de village, petit club de quartier. Et ça, c'est ça qui permet à nos gamins de grandir, d'aller dans un club, d'essayer une pratique. Et petit à petit, parmi ceux-là, il va y avoir les plus talentueux, il va y avoir les champions. Donc, on est organisé pour que ça marche bien. C'est vrai que de temps en temps, il faut aussi que peut-être l'accompagnement politique soit un accompagnement plus volontariste. Il l'a été à l'échelle des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris. On veille à ce qu'il n'y ait pas de désengagement derrière de la part des moyens de l'État notamment, mais aussi de la part de tous les acteurs privés qui doivent venir accompagner cette dynamique. Donc, il ne s'agit pas juste d'attendre toujours que l'État règle tout. L'État, il fait de temps en temps ce qu'il peut avec nos impôts à tous. Donc tout le monde voudrait qu'on fasse beaucoup plus, mais personne ne veut payer beaucoup plus d'impôts. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi être raisonnable. Il y a beaucoup plus de choses qui se font aujourd'hui qui ne se faisaient il y a 20 ans, encore une fois. Et il reste encore pas mal de choses à faire. Donc courage pour les générations d'après, pour prendre le relais et faire leur part de travail. Et on voit des photos de la future cérémonie d'ouverture demain, ça donne très envie. Claude, vous n'avez pas grand-chose à faire là, vous êtes presque fin de mission. Vous avez le temps de jouer avec nous, par exemple?